Mes chers frères et sœurs, quitter Emmaüs, c'est quitter le camp de la peur pour retrouver le camp de ceux et celles qui luttent avec opiniâtreté, avec conviction et avec détermination. Quitter Emmaüs
Emmaüs, c'est quitter nos ambitions démesurées et égoïstes pour atterrir et marcher avec nos pieds. Quitter Emmaüs, c'est quitter le découragement pour retrouver le courage. Quitter Emmaüs, c'est quitter l'irréalisme pour retrouver le réalisme. Quitter Emmaüs, c'est quitter la facilité pour s'élancer dans le travail qui redonnera la fierté, la dignité et le respect à l'homme et à la femme du Congo. Le Christ vient nous demander aujourd'hui de quitter Emmaüs pour retourner à Jérusalem. Jérusalem est symbole de la combativité. Jérusalem est symbole du courage. Jérusalem est symbole de la constance. La constance dans une lutte est une qualité très importante pour la victoire finale. Jérusalem est symbole de la prière. Nous ne sommes que des simples instruments que Dieu utilise. Cherchons à mettre Dieu au centre de cette construction. Si Dieu est au centre de cette construction, nous ne serons jamais déçus. Comme je l'ai vu sur la page de garde de votre site internet Dieu merci, avec Dieu nous vaincrons. Si vous savez qu'avec lui vous allez vaincre, pourquoi avoir peur de la longue marche? Jérusalem est symbole du mariage entre notre vie et ce que nous avons appris à l'école, en mettant cela au service de notre pays et de notre peuple dans la vérité. La vérité, c'est quelque chose de très important pour l'harmonie dans la société. Un pays ne se construit jamais dans les mensonges. Un pays ne se construit jamais dans les tricheries et les fraudes. Un pays ne se construit jamais avec des gens incarnant des antivaleurs. Être dirigeant d'un peuple, c'est être un modèle de probité morale, intellectuelle et spirituelle. En commençant avec votre parti, il y a eu certainement des idées et des projets pour un changement au Congo, comme c'est le cas avec les disciples de Jésus. Ils avaient beaucoup d'idées, ils se disaient qu'avec cet homme qui fait tant de miracles, notre avenir est déjà garanti, nous serons des hommes heureux avec lui. Aujourd'hui que votre chef n'est pas parmi vous, il est évident que la motivation de certains se soit envolée. Beaucoup commencent à se fourvoyer pour se faire embaucher ailleurs. Beaucoup sont découragés et beaucoup se demandent à quoi bon continuer avec cette lutte, car le bonheur s'est fait attendre. Mes chers frères et sœurs, oui, en tant qu'humain, cela est tout à fait normal. Cependant, ce n'est pas parce que la sortie du tunnel s'est fait attendre que vous devez maintenant perdre le sens de la dignité, le sens de la fierté personnelle, en allant vendre votre intelligence et votre savoir-faire à ceux-là qui l'ont reçu comme mandat et de nous tuer et de nous humilier après nous avoir utilisés. Vous avez des cas, vous avez des exemples et vous en connaissez. Le Congo ressemble aujourd'hui à un camp de concentration. Malheureusement, certains d'entre nous et même certains hommes d'église ont accepté de se fourvoyer dans ce régime en sacrifiant leurs concitoyens. Je venais de le dire, mes chers frères et sœurs, que cette célébration, c'est aussi un moment de grand questionnement. Où en sommes-nous aujourd'hui après l'assassinat du jeune Odeti? Qui en parle encore aujourd'hui, en commençant par votre propre famille politique? Vous aviez quitté le palais du peuple pour désapprouver ce système de criminalité organisée et entretenu au Congo-Kinshasa. Aujourd'hui, cet assassinat n'est-il pas tombé dans les oubliettes de l'histoire? Où en sommes-nous avec tous ces braves combattants de votre parti qui ont lutté et versé de leur sang pour l'avènement de notre Congo? Pouvons-nous nous mettre, nous battre pour les vivants sans toutefois respecter la mémoire de ceux et celles qui ont sacrifié leur vie à cause de leur patriotisme? Ce sont des questions que je vous pose et ce sont des questions que je me pose aussi en même temps.
Mes chers frères et sœurs, pour terminer, j'ose vous dire que chacun et chacune de nous est appelé à se déployer pour frayer la route pour l'avenir de notre pays. Cet avenir, ce n'est pas Dieu qui viendra le faire, ce n'est pas des anges non plus, mais Dieu va utiliser et continuer à utiliser chacun et chacune de nous pour que cet avenir soit meilleur pour chacun et chacune de nous. Une route qui nous mènera à Jérusalem, c'est-à-dire un Congo, tous les Congolais pourront vivre d'une façon décente. Battons-nous, mes chers frères et sœurs, pour les générations futures. Cherchons à retrouver notre sens de la dignité et de la fierté qui n'existe plus. Vaut mieux mourir pauvre que de mourir riche après avoir vendu sa conscience et son aide pour des richesses éphémères. Je vous prie de redire avec moi votre pensée. Avec Dieu, nous vaincrons. Avec Dieu, nous vaincrons. Merci. Faisant ici mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut. Et nous te rendons grâce car tu nous as choisis pour servir en ta présence. Humblement, nous te demandons, en ayant part au corps et au sang de Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint et seul. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir pour la foi, l'espérance et la charité, avec le peuple de la CSC. Notre évêque André Joseph, ton peuple ici rassemblé, notre frère Jean-Pierre, et tous ceux qui ont la charge de ton peuple. Souviens-toi aussi, Seigneur, de nos frères, de nos sœurs, qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection. Nous pensons à nos frères, à nos sœurs, qui meurent chaque jour dans notre pays. Pensons à tous les martyrs de notre souveraineté économique et politique. Reçois des pantaliers auprès de toi. Sur tous enfin, nous implorons ta bonté, Seigneur. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec les apôtres,
et les saints de tous les temps qui ont vécu dans ton amitié, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange par Jésus-Christ, ton Fils bien-aimé. Il aimerait bientôt venir ici. Avant qu'il meure, il voudrait voir son petit-fils avoir mourir. Oui. Au nom de notre famille, au nom des familles MLC, que je n'ai pas connu aujourd'hui, je l'ai connu depuis quand MLC a commencé. J'ai été à Béni, parce qu'on parlait tellement des mauvais de MLC. J'ai dit, c'est mon neveu, je vais aller voir moi-même. J'étais à Béni. J'étais fière de mon fils. Et aujourd'hui, malgré où il est, je suis fière de lui, c'est un homme. Bon, je ne vais pas vous prendre beaucoup le temps. Je vais arrêter là. MLC, je vous remercie. Et je n'ai pas de mots à dire. Ceux qui sont morts au nom de MLC, la famille qui sont morts avec des soucis, des enfants, des jeunes gens qui avaient des idées pour construire notre pays. Au lieu d'avancer, on est occupé de reculer. Et malheureusement, Jean-Pierre est là. Si l'élection était bien marchée comme c'était commencé au départ, on ne serait pas comme on est aujourd'hui. Le Congo sera déjà plus loin qu'aujourd'hui. Au lieu d'avancer, on recule. Je parle pour les mamans congolaises.
oyo bazali awa batiki mboka bayawa moyen basoigne nzoto na bango na Kongo ezali lisusu te moyen ezali te bato bazokokufa nzala courant mpenza ezali te na mboka na biso capitale du Congo mai ezali te hygiène ezali te tozalaki fiere kozala bacongolais mais sikoyo ezopesa biso mpasi na motema ata bozwi banationalité belge yango ntango bokozwa baproblème awa baka moto wana origine congolaise bakobosana te ata tozali awa alors MLC bokontinue ndenge wana bana nanga bosoutenir Jean-Pierre Bemba na bino bolemba na ye te biso bamama na ye tata ne ya mwasi tozali wana ata bozomona nga mingi te nga mpe nazali na problème ya famille mais je l'aime mon fils et je suis fière de lui pour avoir accepté. Messieurs, distingués invités et chers compatriotes, c'est une grande satisfaction pour le MLC de vous voir si nombreux en ce jour pour apporter votre soutien au compatriote Jean-Pierre Bemba Congo, toujours incarcéré par la Cour pénale internationale depuis maintenant 4 ans. Est-il besoin de rappeler que le président Bemba a été mis à l'ombre par la justice internationale avec l'aide de ses adversaires politiques afin qu'il puisse poursuivre impunément et en toute quiétude leur œuvre de pillage et voire de balkanisation de notre cher et beau pays. Le premier volet de ce plan est dans un état d'exécution très avancé, qu'il me suffit seulement de porter à votre attention que pour la première fois de son histoire, la RDC est classée 187e pays sur 187 en 2011 sur l'échelle de l'indice de développement humain. Mesdames, Messieurs, la RDC se trouve une fois encore dans une phase difficile après les élections contestées qui ont eu lieu le 28 novembre 2011, car la démocratie naissante a été terriblement écorchée par le régime dictatorial en vigueur dans notre pays. Le peuple congolais s'interroge de plus en plus sur les dividendes du choix démocratique opéré. La cause de cet échec se retrouve sans nul doute dans l'amateurisme du pouvoir en place et dans sa propension constante à dénier la démocratie dans le fonctionnement quotidien de l'État. Autant le fonctionnement de l'État semble grippé, autant la multiplication des signes ostentatoires de richesse individuelle est une réalité qui menace la paix sociale chèrement acquise. Ce constat général est aisément vérifiable et à ce sujet, une requalification des options est nécessaire face aux urgences de la nation. N'évitons pas que gouverner, c'est prévoir. Voilà pourquoi le mouvement de libération du Congo, parti cher à Jean-Pierre Bemba Congo, résolument engagé à promouvoir toute alternative démocratique crédible à même de permettre à la RDC de redécoller, dénonce la gestion désastreuse au niveau national et affirme sa détermination à s'opposer à la mauvaise gouvernance d'une part et réclamer d'autre part la libération de son président injustement détenu à l'aide. Au moment où le peuple congolais attendait de toucher les dividendes de l'ensemble du processus électoral aux élections, on note à ce jour la mise en place d'une économie de prédation, œuvre d'un gouvernement de convenance quasi indifférent à la souffrance du peuple. Aujourd'hui, l'inertie, l'amateurisme et la mauvaise gestion de ceux qui ont à la charge de l'État sont le lot quotidien du peuple et les malaises sociaux qui en découlent se ressentent dans tous les secteurs de la vie publique. L'insécurité est généralisée sur l'ensemble du territoire national, n'épargnant ni la population, comme il fut le cas en 2006 lors de l'usage disproportionné de la force publique à Kinshasa et au Bas-Congo, et également en 2011 lors du scrutin électoral, ni les élus, comme dans le cas des ignobles assassinats du vice-président de l'Assemblée provinciale de Kinshasa, l'honorable Daniel Loketi-Loleke, et du chef du groupe parlementaire MLC à cette même assemblée, l'honorable Marius Gandalé, ni les défenseurs de droits de l'homme et nationalistes congolais, dont Floribert Chebeya, Fidel Bazana et Arantoulou, ni les journalistes, comme dans le cas des meurtres perpétrés contre Franck Guiquet,
Serge Maheshe et tant d'autres, ainsi que le pillage et les fermetures arbitraires et brutales de certaines chaînes de télévision. Plus graves encore, la guerre a repris à l'est de la République, entraînant mort, désolation et violations insoutenables des droits humains. Cela constitue le deuxième volet du plan machiavélique ourdi contre le Congo. J'ai cité la balkanisation de notre pays. Malgré cela, une cacophonie criante est mise à jour quand le parti du chef de l'État s'oppose à l'action de son propre gouvernement dans l'arrestation de Bosco Ntaganda, réclamé par ailleurs par la CPI pour crimes de guerre et crimes contre l'humanité. La guerre qui se déroule à l'est de notre pays, avec son cortège de drames humanitaires, ne peut aucunement nous laisser indifférents. Des morts inutiles se comptent parmi nos soldats et nos populations. Des femmes et jeunes filles sont violées. Des milliers de déplacés sont en déshérence, quasiment livrés à eux-mêmes. Tel est le tableau macabre qui nous est offert par l'incurie et l'incapacité du gouvernement en place à gérer les problèmes majeurs de l'État. Mais je tiens ici à vous rappeler que notre parti et son président n'ont pas l'intention de se résigner et de se croiser les bras en attendant la désagrégation de ce patrimoine commun qu'est le Congo. Comme la quasi-totalité des Congolais, nous nous battrons pour conserver en un morceau unique cet héritage qui nous a été légué par nos ancêtres. Le MLC a fustigé maintes fois et réclamé une solution politique et diplomatique à la problématique qui se pose à l'Est. Une telle solution passe nécessairement par la clarification des rapports entre notre gouvernement, le FDLR, le CNDP et le gouvernement rwandais sous l'œil vigilant du Parlement congolais. Il s'agit dans notre esprit de vider une bonne fois pour toutes le prétexte à partir duquel les pays voisins s'autorisent une ingérence dans nos affaires intérieures. Une analyse sommaire de la gouvernance récente de notre pays révèle l'existence d'un gouvernement parallèle logé à la présidence de la République, en parfaite violation de l'esprit et de la lettre de la Constitution qui dispose que le Premier ministre est le chef du gouvernement. Ce gouvernement parallèle rejetait tout, signait et faisait signer tout par des prête-noms, cela au vu et au su de tous. Il en va de soi que le nouveau gouvernement des technocrates de l'actuel Premier ministre Mata Tamponio, fortement inspiré de la ligne directrice de Joseph Kabila, risque peu de s'écarter du fonctionnement fallacieux installé par ces rois qui spolient la République. Tant que durera un tel dysfonctionnement au sommet de l'État, la situation de notre pays poursuivra sa descente aux enfers. Du reste, malheureusement, il est à craindre que quelles que soient par ailleurs les qualités de nouveaux membres entrant dans l'actuel gouvernement, et sans un véritable changement de mentalité dans notre pays, la RDC continuera à s'enfoncer dans la paupérisation de ses concitoyens. Considérant que, 4 ans après son arrestation, les témoignages de la CPI démontrent à suffisance l'inconsistance du dossier et l'espoir que le maintien en détention du sénateur Jean-Pierre Bemba revêt un caractère politique. Considérant que le sénateur Jean-Pierre Bemba est un leader politique congolais dont la carrière et le prestige au sein de la population sont tels qu'il ne saurait d'aucune manière se soustraire à la justice internationale en cas de libération provisoire. Considérant au contraire qu'une telle libération provisoire, garantissant la prise en compte de sa dignité, ferait du respect de cette procédure un devoir moral plus contraignant que la simple obligation juridique. Considérant que le sénateur Jean-Pierre Bemba offre de sérieuses garanties par l'existence de ses biens, sa qualité de leader politique incontesté et par la hauteur de ses ambitions politiques, il y a sa crédibilité internationale qui passe assurément par la stricte observance de la procédure susdite. Considérant enfin que la Cour pénale internationale et la communauté internationale gagneraient certainement au bon déroulement d'un procès enrichi par l'application du principe de la présomption d'innocence. Le mouvement de libération du Congo demande à la Cour pénale internationale de lire le droit en toute objectivité et d'accorder au sénateur Jean-Pierre Bemba la liberté provisoire tant attendue avant la fin de sa procédure judiciaire. À cet effet, le MLC,
encourage le conseil du sénateur Jean-Pierre Bemba dans la longue bataille juridique qui l'oppose à l'équipe du procureur Moreno afin que la vérité éclate au grand jour. En définitive, je profite de cette tribune en ma qualité de secrétaire national adjoint du MLC pour évoquer la notion du réconfort tridimensionnel dont a fait allusion le Dieu. Réconfort pour le sénateur Jean-Pierre Bemba qui a besoin de se sentir entouré pour affronter avec force et courage ce procès injuste qui lui est infligé. Le réconfort pour sa famille biologique qui doit s'armer de courage face à l'absence du père, du mari, du frère. À travers cette manifestation, nous voudrions aussi saluer la bravoure et l'abnégation de toute la famille biologique du président Bemba Congo et en particulier celle de Madame Liliane Bemba Texera, qui malgré toutes les difficultés et les épreuves qui lui ont été imposées par l'incarcération de son mari, a pu maintenir la famille unie et encadrer les enfants au mieux qu'elle a pu, malgré un environnement hostile. Et le réconfort pour nous, sa famille politique, à travers le soutien lui accordé malgré les infortunes que notre mouvement traverse. Sachez que votre appui en ces temps difficiles pour notre parti nous réconforte singulièrement. Sachez que pour nous, comme pour vous, notre pays, le Congo, passe avant toute chose. Sachez que nous ne trahirons jamais notre pays, le Congo. Comme vous avez pu vous en rendre compte, le parti a survécu à l'incarcération de son leader, alors que l'objectif de nos adversaires était de nous anéantir. J'ai dit et vous remercie. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, distingués invités, en vos titres et qualités respectifs, le bureau du procureur de la CPI, vient d'achever la présentation des griefs qu'il allègue à charge du sénateur Jean-Pierre Bemba depuis le mois de mars dernier, il y a environ 2 mois. D'aucuns s'interrogent aujourd'hui à quoi rime ce procès, pourquoi le sénateur Jean-Pierre Bemba est privé de sa liberté jusqu'à ce jour. Un regard rétrospectif nous rappelle qu'à l'origine de cette affaire, la CPI a été saisie d'un dossier transmis par le gouvernement de la République centrafricaine. Ce dossier originaire concernait principalement l'ancien président de la République centrafricaine, Ange Félix Patassé, et certains officiers généraux des forces armées centrafricaines. Dans ce dossier, Jean-Pierre Bemba n'était cité qu'à titre accessoire. Qu'aujourd'hui, il soit visé principalement par les dont les noms ont déjà été cités dans ce procès et leurs rôles respectifs dans les opérations militaires seront mis en évidence par la défense. Les témoins de la défense établiront aussi que les troupes du MLC sont allées en Centrafrique comme unité de manœuvre, uniquement pour prêter leur force et leur énergie au service de l'armée centrafricaine, au même titre que les troupes centrafricaines, libyennes, soudanaises, ainsi que les troupes de Miskine et les milices de Paul Barry. Au regard des considérations qui précèdent, nous envisageons désormais la libération prochaine du sénateur Jean-Pierre Bemba comme un espoir pour le peuple congolais qui a toujours vu écarté de la scène politique, comme par enchantement, les élites qui osaient parler pour lui. Il est temps de rendre justice à un homme, ce grand fils de son pays, qui a consacré tant d'efforts pour le bien-être de sa nation. Cet honnête citoyen, privé pour un temps de sa liberté et de ses droits à poursuivre pleinement
sa vocation, celle de se battre pour un Congo meilleur, une Afrique unie et forte. Voilà pourquoi nous ne ménagerons aucun effort, car derrière Jean-Pierre Bemba, c'est de voir en réalité tout un monde qui veut croire encore à une justice vraie et réelle au-delà même des frontières du Congo. En définitive, pour Jean-Pierre Bemba, la prison n'est pas seulement un lieu de privation face à une mise en scène politico-judiciaire et des accusations fantaisistes, mais davantage un lieu de recueillement autour d'un projet ambitieux à la hauteur de la grandeur d'une nation et d'un pays qui a toute sa place au cœur de l'Afrique et dans le concert de nations, ce pays qui lui est cher, ce pays qui est le sien, ce pays qui est le vôtre, la République démocratique du Congo. Je vous remercie. Madame, mesdames, mesdemoiselles, messieurs, mes frères et sœurs présents ici, je vous remercie au nom des deux familles. Et les deux familles ensemble vous remercie d'avoir pris part à cette célébration eucharistique commémorant les 4 années de privation de liberté du sénateur. Après avoir assisté à la première partie de cette cérémonie, je vous invite de vous diriger dans la salle marochale pour essayer de partager un peu. Je vous remercie.